tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui sera sur la chaîne Magic TT et qui va nous parler de top 8, et pour le coup un top 8 qui touche à quoi, Guillaume? Aujourd'hui, c'est le top 8 sur les meilleurs sorts de rituels dans le format moderne. Donc cette émission, c'est un peu le même principe que sur la chaîne Channel Fireball. Channel Fireball. Sauf que là, on l'a accentué davantage sur le format moderne. Et donc c'est juste tout bêtement une liste et une discussion de ces 8 sorts de rituels dans le format moderne. C'est 8 sorts que nous estimons être les meilleurs, on a fait plusieurs recherches là-dessus. Cette liste-là, vous pouvez en avoir une légèrement différente. Et d'ailleurs, avant que cette vidéo ne commence vraiment, on vous invite à faire votre liste chez vous pour que vous puissiez à la fin de la vidéo la comparer à la nôtre et voir à quel point est-ce que vous étiez proche de ce que nous estimons être les meilleures cartes du moderne. Alors il faut savoir aussi qu'on a fait cette liste en fonction du metagame du format moderne, Oui. donc à savoir au début du mois d'octobre, peu après la sortie de l'extension Ixalan. Exactement. Donc c'est extrêmement ciblé et précis, donc inutile de s'alarmer si on a oublié certaines cartes. Exactement. Alors on rappelle aussi que la metagame actuellement elle est dominée par le deck Eldrathron. Il y a beaucoup de blanc-bleu contrôle et un certain nombre de decks combos qui sont joués et qui représentent bien le format. En ce qui concerne les decks aggro, donc comme Timothée l'a dit, on a toujours bien sûr le deck Eldrathron, mais on a aussi Death Shadow qui est toujours présent. On est toujours présent, on est toujours très puissant. Voilà, qui a récemment migré en couleur Esper. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va vous parler des mentions honorables de certaines cartes qu'on aurait pu mettre dedans tellement elles sont puissantes, mais qui finalement ne correspondent pas trop à ce qu'on recherchait car elles sont plus spécifiques à un seul type de deck et non... elles n'englobent pas la totalité de la méta. On a choisi de prendre des rituels extrêmement versatiles et non pas un rituel extrêmement ponctuel qui fait gagner, même si la puissance de ces rituels n'est absolument pas remise en question. Alors pour le coup, mention honorable, on a noté 3 cartes. Certes, il y en aurait d'autres à mettre dedans, mais les 3 principales qu'on a, c'était premièrement Change-Lieu, donc Scapeshift en anglais. Scapeshift en anglais, donc la carte clé du deck qui porte le même nom, qui combote très bien avec Valakut. Également jouée dans Titan Valakut, Voilà. mais comme on l'a dit, cette carte-là n'est jouée que dans ce type de deck-là et n'est forte qu'en combinaison avec Valakut. Et donc elle ne permet pas d'être un metagame breaker pour la totalité du moderne. Pour le coup, le deuxième mention honorable, Passé Enflammé, donc Past in Flames dans les decks combo de type Storm. ouais, qui exactement pour les mêmes raisons que Scapeshift n'est pas joué dans d'autres decks. Et le petit dernier, c'est une carte qui est jouée dans Dredge. On va parler de Conflagration. Donc Conflagration qui permet d'apporter un côté très late game au pack, alors que c'est un deck qui est censé être très agressif et qui va permettre à ce pack-là de subsister et d'exister dans la metagame. Donc voilà pour les mentions honorables, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va vous présenter notre 8ème carte. Alors en dernière position, dans ce top 8, on a mis Pulsation du Maelstrom. Pulsation, exactement. Alors, Et donc là, on vous parlait de versatilité et cette carte-là, je pense qu'elle est l'exemple même de la versatilité parce que elle détruit à peu près tout et n'importe quoi. Vous avez un problème avec un artefact, ça le gère. Vous avez un problème avec un Planeswalker, ça le gère. Un enchantement. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent gérer autant de choses en si peu de mana. Même une créature, tout simplement. Oui, en fait, donc cette carte, Pulsation du Maelstrom, très présente dans les decks Abzan, The Rock, exactement. The Rock. C'est joué en side de deck, je pense à Dredge notamment. C'est vraiment une solution élégante en fait pour presque tous les problèmes qu'on a en face. C'est ça. Dans le pire des cas, ce sera tout simplement un anti-bet. Pour 3 mana, je vais détruire ta créature. Et ça ne mange pas de pain de temps à autre, ça pourrait détruire 2 créatures comme ça détruit des permanents qui ont le même nom. C'est une très bonne solution contre les jetons. Les tokens aussi, on pense à Âme Persistante par exemple, Ouais. qui va faire plein de tokens et ça c'est une excellente réponse à ce genre de problème. C'est vrai que on retrouve souvent cette carte dans les deux decks, dans des decks très mid-range, en x1 généralement. Oui. 3 mana c'est quand même un investissement moderne. Voilà. Et c'est vraiment une très bonne solution notamment contre les arpenteurs. Oui. Je pense que ces decks mid-range ont vraiment du mal contre Tron par exemple, et notamment Karn Libéré. Et cette carte permet de gérer... de gérer la menace tout simplement. À condition d'avoir encore 3 terrains. Mais bon. C'est un autre débat. On va passer à la 7ème position. La 7ème position, qu'est-ce qu'on a, Guillaume? On a Ancien Frémissement, donc Ancient Stirrings en anglais.
Donc tout simplement pour un verre, Regarder beaucoup de cartes et avoir un bon avantage. les 5 cartes C'est ça. de sa bibliothèque. Donc cette carte elle est très présente dans les decks Banteldrazi, Eldrazi, dans Tron dans Tron, également, Green Black et Tron. dans Lanterne Et Control dans qui est en Lanterne train Control. de bien revenir dans le metagame. Alors cette carte là elle a quand même une petite condition, pourquoi est-ce qu'on la voit pas dans tous les decks verts? Ah bah tout simplement, en fait la carte qu'on peut chercher est forcément incolore. Forcément incolore, donc du coup ça va quand même vraiment limiter les possibilités autour de cette carte, et encore heureux parce que sinon elle serait vraiment trop puissante. Mais pour le coup dans ces decks là, donc les quelques-uns qu'on a cités, elle prend toute sa place et Ah oui. c'est... Bah, notamment dans le deck Banteldrazi, en fait, Voilà. je pense que toutes les créatures du pack sortent sur Ancien sur frémissement. Ancien Frémissement. Tous les terrains Noble Hiérarche qui est une Noble petite Hiérarche exception. et Pass to Exile qui sont quand même Ouais. dans ce deck. Mais payer un mana vert, creuser de 5, trouver un temple, puis après au prochain tour sortir un Footnote Seer ou un fracasseur de réalité. C'est ça. Fracasseur de réalité, oui. Le Smasher. Non, c'est un excellent cantrip et puis c'est surtout un bon top deck même en late game en fait. Parce que pour ça va trouver une permettre solution, de ouais. creuser tellement dans la bibliothèque que sur les 5 cartes, on est quasiment sûr d'en trouver une qui est à peu près potable et qui va être utile dans un moment donné. C'est pour ça qu'en fait, là je me reste encore concentré en fait sur Banteldrazi. Oui. C'est pour ça que Banteldrazi préfère jouer en side Relique de Progenitius, tout simplement parce que son side peut être attrapé avec ça. l'Ancien Frémissement. Pareil pour Explosif Artificiel, Spellskite à l'époque où on avait besoin d'un Spellskite en moderne, plus maintenant malheureusement, mais Mais voilà, et donc c'est pour toutes ces raisons-là que cette carte-là a totalement sa place dans ce top 8. et même encore dans. Enfin, c'est tout bêtement dans Lanterne Control, sur une aiguille à sectionner, sur un piège pont, pour vraiment. Trouver la les game, moyens de bloquer cette partie et de bloquer l'adversaire surtout. C'est très très fort. Ouais. On vous a parlé beaucoup de Banteldrazi et je pense qu'avec la 7ème position de ce top, on va rester dans... 6ème, on est déjà au numéro 6. On est déjà au numéro 6, je vous demande pardon, donc dans la 6ème position. On va toujours parler de cartes qu'on voit dans ce genre de pack. Cette carte-là, c'est All is Dust. Tout n'est que poussière. Tout n'est que poussière. Donc qui est... un rituel tribal pour 7 mana. Exactement. Et qui va avoir, dans les decks dans lesquels c'est joué, un effet asymétrique et qui va totalement vider le terrain de l'adversaire, alors que nous, on va pouvoir garder nos créatures. C'est vraiment ça la force de cette carte, c'est l'effet asymétrique. Le nombre de games où je me suis retrouvé en tant que joueur Abzan avec j'ai 2 Tarmos sur le board, j'ai une Liliana, là maintenant j'ai de quoi mettre la pression, lui en face il a juste un reforgeur de matière, il me fait une vrasse, il repasse devant et puis on n'arrive plus à se relever. Ouais. C'est vraiment tout n'est que poussière, c'est vraiment extrêmement fort et la force en fait, de ces packs c'est de le sortir assez rapidement avec les Temples Eldrazi Ou même les terrains du tronc. et avec les terrains du tronc. Ouais. Parce qu'on rappelle que certes la carte coûte 7 mana, mais grâce au tronc on peut y avoir accès extrêmement rapidement. Vite. Et la plupart des Vras en moderne coûtent 4 mana. Celle-là fait presque exception parce que finalement dans ces decks-là elle va coûter moins cher, elle va coûter que 3 mana. C'est faisable, voilà, mais c'est toujours l'effet dévastateur. En fait, c'est la carte qui. Ça génère du card advantage de façon monstrueuse, en fait. Exactement, oui. Pour une carte, je laisse mon board intact et je dégère 3-4 permanents adverses. On s'en relève rarement. C'est compliqué. Alors, il faut savoir aussi que c'est. Dis-moi. Non, le fait dans Eldratron, c'est une carte incolore en fait. Donc c'est le problème. Enfin, c'est l'Eldratron n'a pas beaucoup de solutions De gestion. de gestion en étant incolore en fait. C'est ça, c'est vrai que le C'est côté ça, la incolore du contrepartie. deck va vraiment vous restreindre sur la façon de construire ce pack. Et cette carte-là, c'est une excellente réponse. Dès que vous êtes un peu derrière, vous pouvez jouer ça. Ou même quand vous êtes devant pour totalement écraser, prendre l'avantage. Vous pouvez jouer ça et des Vras incolores, c'est peut-être la seule. Vras incolore. Il y a Ugin aussi qui Ugin, a peut-être sa place là-dedans, mais ce n'est pas un rituel, donc on vous en parlera pas dans ce top 8. Le jour où Ugin sera rituel. Sans plus tarder, le numéro 5. Exactement. Numéro 5, donc les âmes persistantes, Lingering Souls. La carte avec une erreur de design. Oui. Le flashback devait coûter 3 à l'époque. Et pas du tout Pas finalement. du tout. Donc on vous en a parlé un petit peu plus tôt, on vous a dit que Maelstrom Pulse c'était une excellente réponse à cette carte-là, mais finalement quand on n'a Holy pas... Dust aussi. Hein. Holy Dust aussi, mais quand on n'a pas accès à ces réponses, Lingering Souls en une seule carte, elle va permettre de générer 2 voire 4 tokens grâce au flashback, et donc ça va permettre de poser plusieurs menaces sur la table, et pour des decks qui vont avoir des
un petit côté 1 pour 1. Beaucoup de gestion de créatures en mode 1 pour 1, et bien en fait. C'est compliqué de gérer 4 créatures différentes. Ah, tu fais un pass to exile sur un de mes tokens? Bah, tant mieux. Bah, j'en ai encore 3. Voilà. Et c'est parti. Et puis ça. C'est extrêmement fort en étant offensif et c'est extrêmement fort en étant défensif aussi, parce qu'on pense à cette carte-là contre un deck comme Affinité par exemple. Affinité qui a plein de petites créatures volantes avec 1 d'endurance. Je bloque ton Nexus, je bloque ton Volscourge, je bloque ton Ornithoptère. C'est terrible, c'est un mur de tokens finalement et c'est difficile à passer. Et même tout simplement dans le format actuel contre Death Shadow, enfin Affinité est toujours présent, même si on entend encore un peu moins parler en ce moment. Mais Death Shadow, t'as une 10-10, je bloque avec une 1. C'est ça. Death Shadow qui est récemment passé sur des couleurs Esper et donc qui joue aussi l'âme persistante. Très bon changement pour pouvoir avoir accès au blanc tout simplement, qui est une excellente blanc couleur. Pour le chemin vers l'exil, mais également âme persistante, qui est une excellente carte contre Death Shadow et contre les gros decks de la metagame en ce moment. Et Death Shadow, Gurmag, Tassigur, toutes ces créatures qui sont problématiques, qui ont beaucoup de force, mais qui peuvent être bloquées tout simplement par le premier token venu. Alors cette carte âme persistante, elle est très présente dans bien sûr dans le deck blanc-noir token, mais c'est pas vraiment un deck. C'est pas ce qui est le plus joué en ce moment. Dans tout ce qui est Abzan également, dans tout ce qui est Esper Death Shadow. C'est ça. Et la force aussi, c'est quand c'est combiné à une Liliana du Voile. Virtuellement, on ne se défausse pas d'une carte en fait. C'est ça, puisque la carte qui est au cimetière a toujours son utilité et on peut toujours l'utiliser et la récupérer. Très bon tour 3. Et c'est aussi une carte qui n'est pas sensible à la discard de l'adversaire. C'est ça. Enfin, si, bien sûr. Certes, c'est 2 tokens de gérer, mais comme on peut toujours l'utiliser une fois qu'elle est au cimetière, il y a ce petit côté, on n'a pas envie que l'adversaire s'en défausse. C'est impressionnant. C'est impressionnant à quel point c'est puissant. Et impressionnant aussi à quel point parfois c'est inutile contre certains decks. C'est vrai, ça arrive. Alors, passons à la carte suivante. La carte qui est déjà dans le top 4, donc fait partie de nos 4 meilleurs rituels modernes. En ce moment, on la voit beaucoup jouer. C'est une carte pour laquelle 3 a même changé de couleur récemment. On va parler de Collective Brutality. Brutalité collective en français, donc avec... capacité d'escalade. Et en défaussant une carte en plus à chaque fois, on va pouvoir rajouter un effet à la carte. Donc on va rappeler les 3 effets rapidement. Tout d'abord, -2/-2 à une créature ciblée. Donc c'est un anti-bet. L'adversaire ciblé perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. C'est un petit drain, c'est toujours ça le prix. Ça peut aider contre Burn par exemple. L'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte d'éphémère ou de rituel, et ce joueur s'en défausse. Et donc on voit... C'est vraiment la versatilité. C'est ça, une versatilité folle. Et pour le coup, nous, si on a trop de terrain en main, ou si on a des cartes comme âme persistante qu'on peut envoyer au cimetière facilement et réutiliser, on va pouvoir se défausser très facilement de plusieurs cartes et exploiter le plein potentiel de la carte. Et je pense au deck Burn par exemple, qui ne supporte pas, qui ne peut pas voir cette carte-là. C'est extrêmement fort contre Burn car tous les modes sont intéressants. C'est ça. Vous gagnez 2 points de vie, c'est puissant. Vous enlevez une carte de la main de l'adversaire, c'est 3 dégâts d'économiser. Vous tuez une créature, c'est 2 dégâts d'économiser. Tuer un édolon de la rhétorique, pas de la rhétorique, de la grande célébration. Exactement. Et donc la carte, elle a vraiment une puissance qui est folle. C'est fort contre les decks contrôle parce que le côté discard c'est puissant. C'est fort contre les decks qui ont plein de petites créatures parce que tuer des créatures c'est intéressant. Et donc la carte a tellement de possibilités et tellement de modes différents qu'elle a inévitablement sa place dans les 4 meilleures cartes du moderne. Actuellement. Elle a pris un peu de temps pour émerger à la sortie de la lune hermétique. C'est ça. Et à un moment, je me souviens que Willy Edel avait posté un tweet concernant cette carte en disant foncez, achetez cette carte dans Abzan, c'est super fort et le foil n'est pas encore très cher. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Le foil est plutôt cher, mais la carte en elle-même aussi. La carte maintenant est autour de 10€ au début du mois d'octobre. Et c'est aussi, oui, comme tu l'as dit, une solution contre les decks combo pour en fait se défausser des grosses cartes comme Change-Lieu, Past in Flames. On la voyait beaucoup jouer en side, on en voit de plus en plus qui arrivent carrément main deck, tellement que c'est puissant, tellement que ça a d'utilité dans le moderne. Et donc voilà, une carte qui a vraiment sa place dans le haut du classement. On va rentrer dans les dans le top 3, le petit podium maintenant. Alors, en top 3, c'est une place un peu particulière parce que on n'a pas choisi de mettre une seule carte dans ce top là. C'est un groupement de cartes. Ça va être ce qu'on appelle en anglais les Vras. Et donc pour 4 mana généralement, ça va détruire toutes les créatures sur le champ de bataille. Avec quelques effets supplémentaires comme elles ne peuvent pas être régénérées
où le sort ne peut pas être contrecarré. Ou alors exiler les créatures qui ont été détruites ce tour-ci. Donc là, on pense notamment à Colère des Dieux, tout simplement. Ou Damnation en noir. Qui donne son nom, en fait, à la désignation de Vras dans car ça s'appelle Wrath of God en anglais. Donc Colère des Dieux, Damnation, Suprême Verdict. Verdict suprême. Et ensuite, 2-3 autres races différentes. On pense à Anger of the God, donc la fureur des dieux. On a vu récemment aussi les Vrifos éteintes qui font -2/-2 et qui exilent des créatures, donc ils sont très puissants contre les decks qui tournent du cimetière, certes, mais aussi les decks compagnie qui vont avoir plein de petites créatures. Et donc, finalement, on ne pouvait pas différencier toutes ces races, on ne pouvait pas en choisir une ou deux qui seraient meilleures. Il y a peut-être Suprême Verdict qui est un petit peu dessus, comme il ne peut pas être contrecarré, qui est très joué en ce moment. Très joué en ce moment, dans le contrôle qui remonte, furieusement. Une ascension fulgurante. En fait, Death Shadow en ce moment se balade avec des dénis obstinés et payer 4 mana pour se faire contrer par un petit sort bleu, par une cheat note de force. Un mana, c'est absolument horrible. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a une place numéro 3 qui est un petit peu particulière, mais toutes ces cartes sont extrêmement puissantes. C'est la solution en fait quand on est en retard face à des créatures. Quand vous êtes derrière ça sur le permet board. En fait de repartir à zéro, de ralentir l'adversaire considérablement, étant donné qu'en fait. C'est genre une carte qui va permettre d'en gérer plusieurs, que ce soit 2, 3, 4 créatures, ça va permettre de. Et même les menaces après qui peuvent poser ont rarement la célérité. C'est ça. Donc c'est vraiment une solution en fait pour économiser des points de vie. Puis en fait essayer de repartir fraîchement et de stabiliser. C'est vraiment. L'adversaire a vidé sa main, il n'a plus rien. Quand on est derrière dans la partie, on est heureux de la top deck pour essayer de retarder l'adversaire et d'avoir une chance de revenir. Exactement. On va passer à notre numéro 2. Est-ce qu'on a besoin de détailler un peu Anger of the Gods Non. Je pense pas, je pense qu'elles s'inscrivent quand même toutes dans le même registre. Certes, elles ont des applications différentes, certaines sont plus axées contre le cimetière, d'autres sont plus axées contre les créatures classiques, on va dire. Mais vous en avez déjà joué, vous en avez déjà subi, donc je pense que ce sera assez explicite pour tout le monde. On va passer à notre numéro 2. Donc qu'est-ce qui est sous la première place? Tu peux nous dire, Guillaume? Ça m'embête d'avoir mis cette carte dans cette. Ça nous embête tous, ça nous fait un petit peu mal. Hein. Mais en numéro 2, on a mis la carte Vision Nid du Sérum. Qui n'est clairement pas le meilleur cantrip existant, mais qui est le seul disponible en moderne. Il y a aussi Passe-Passe, certes, mais qui est plus joué dans les decks combo. Mais donc Vision Nid du Sérum, qu'on retrouve dans Grixis Death Shadow, Esper Control. Tous les decks contrôle. Tous les decks contrôle avec du bleu, c'est ça. Quasiment tous. Et dans la plupart des decks combo comme Ad Nauseam ou alors Storm. Storm également, oui. Est-ce qu'un deck nous échappe? Je pense qu'on a fait un. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est extrêmement puissant, tout simplement pour la fouille. Dans Grixis Death Shadow, on se permet de jouer de moins en moins de terrain, étant donné qu'on a beaucoup de menaces à 1, comme Gurmat, Tassigur et Death Shadow. Et c'est tout bêtement une carte en fait, qui permet aussi de creuser pour trouver ses terrains suivants, donc c'est un excellent tour 1. Le Scry 2. Puis même quand vous êtes en fin de partie finalement, parce que vous avez beaucoup de mana, donc payer un mana pour piocher, ça va juste permettre de recycler la carte qu'on avait trouvée. Et le Scry 2, comme dit Guillaume, c'est extrêmement puissant. Si vous avez besoin de terrain, vous pouvez les laisser au-dessus. Si vous en avez trop, vous pouvez les dégager, etc. Et c'est ce qui va permettre un peu de donner cette flexibilité à la carte. C'est vraiment ce côté, je peux choisir ce qui arrive dans les 2 tours à venir. Donc en fait ce qu'on disait, oui exactement, et ce qu'on disait en fait, pourquoi ça nous embêtait un peu de le mettre là, c'est qu'en fait la carte, contrairement à d'autres rituels, c'est vraiment un effet en fait qui est presque pas minime je dirais, mais qui est moins impressionnant si on compare à Ponder, à Preordain, même un Brainstorm qui suit à des moderne. Sans même aller dans ces cantrips par rapport à tout simplement une Anger of the God où l'effet est vraiment dévastateur et visuel. Là en fait on parle de séquencement et de plan à long terme en fait. Après on va pas se mentir, ça apporte quand même une très grande stabilité à tous les packs qui la jouent. Bien le deck combo, ça va lui permettre de trouver les pièces qu'il veut. Oui, voilà. Bien sûr. Le deck contrôle, il va pouvoir trouver ses solutions. Le deck aggro, comme Death Shadow, il va certes remplir son cimetière et en plus, il va pouvoir un peu stabiliser ce qu'il veut piocher. Donc, il faut qu'il y ait un cantrip dans le format. Et c'est le meilleur cantrip du moderne. Actuellement, oui. On va voir si Option va avoir un réel impact. Voilà. Option, qui on le rappelle, est un éphémère, donc il n'a malheureusement pas sa place dans ce classement. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt pour en parler réellement. Après la sortie d'Ixalan, il va falloir encore un peu attendre. Mais je pense que les premiers tests vont vite arriver et qu'on va la voir jouer au moins pour vérifier si la carte est puissante ou non.
Et donc, maintenant, passons à notre numéro 1. notre numéro Le 1. meilleur rituel du moderne, Et actuellement, dans ce format. là, vous vous demandez peut-être, mais c'est marrant, moi j'en ai au moins 2 sur ma liste dont ils n'ont absolument pas parlé. On pense à Inquisition de Kozilek et Saisie des pensées. Et un peu comme Wrath of God, on a décidé de les regrouper en une seule et même catégorie, la discard qui coûte un mana noir. Alors, certes, Inquisition de Kozilek est un petit peu en dessous de Saisie des pensées. Saisie des pensées est nettement. Voilà, Saisie des pensées, ce serait notre top 1 Notre pour, top 1, pour les rituels en pour le moderne. rituel moderne. Et pour un mana, vous pouvez quasiment tout gérer. Certes, vous ne pouvez pas gérer les terrains, mais à l'exception de ça, vous avez la possibilité d'éliminer avec un seul mana toutes les menaces possibles. Un mana, 2 points de vie, un enchantement, un planeswalker. 2 points de vie qui sont parfois même utiles dans Death Shadow. C'est en fait, je pense que dès que cette carte a été sortie en Lorwyn, en fait, elle a tout de suite été jouée. En fait, elle a tout de suite trouvé sa place. Même tout simplement dans le standard de l'époque, c'était absolument dévastateur. Quand elle a été rééditée en Theros, pareil, elle a été Theros. jouée en x4. En Theros, on pense notamment à l'époque le deck Mono Noir Dévotion. Oui. Ou Abzan qui en joue aussi. Abzan qui est arrivé après, oui. Une carte qui va bien au-delà du moderne parce qu'en Legacy, elle est extrêmement jouée également. Et que dire de plus là-dessus C'est en fait sans doute un des meilleurs tours 1 du moderne. En fait, même si c'est un tour 1 qui coûte extrêmement cher en faisant. Je sacrifie mon Fetchland, je trouve mon Raveland, je perds 2 points de vie, je perds encore 2 points de vie de la saisie. Et là, on voit que le mec en face il joue Burn. Alors, certes, c'est pas plaisant de prendre autant de dégâts, mais si c'est pour enlever une carte qui va soit te ralentir l'adversaire d'un tour, soit qui va gérer une menace qu'on n'a pas envie de voir. On pense notamment au cas du deck Abzan Jun qui va jouer contre Tron et qui va pouvoir se débarrasser d'un Huyin, se débarrasser d'un Karn, d'une Wurmcoil. C'est beaucoup trop puissant. En fait, ce qui est vraiment puissant, c'est que c'est vraiment un tour 1 très efficace et que le moderne met très peu de tour 1 menaces. Et donc, ça rentre parfaitement dans une stratégie tour 1 disruption, en fait, oui, c'est ça. disrupt. Tour 2 menace, tour 3 gestion, enfin tour 3 réaction en fait, et pour passer avec sa menace en fait. Ça reste bien sûr fort un peu plus loin en tour 3, mais après on arrive rapidement à un stade où en fait ce rituel devient presque inutile, oui. Quand le top deck en fin de partie, on a une main qui est vide, il nous faut une solution, il faudrait qu'on arrive à tuer plusieurs créatures en face. Vous voyez votre Saisie des pensées qui arrive, et là vous êtes triste parce que en face il a plus de cartes en main, vous n'avez pas envie de perdre 2 points de vie en plus et vous n'êtes pas avancé à quoi que ce soit. Par contre, de temps à autre, quand vous jouez dans des decks combos, même en fin de partie, ça peut avoir son intérêt, ça peut ralentir l'adversaire. Les decks combos, c'est Saisie des pensées et c'est une des meilleures cartes, excepté quand on affronte une lignée blanche. Mais bon, la carte est là pour bloquer ce genre de c'est extrêmement puissant, étant donné que ça peut enlever les grosses cartes comme Change-Lieu, Ad Nauseam, Past in Flames, Gift Ungiven. C'est ça. Ça peut aussi enlever des créatures, on pense notamment à Titan Primitif par exemple, ou même tout simplement une créature Hexproof. Ouais. Je veux dire, le deck Hexproof est assez bancal dans le sens où si on lui enlève sa première créature, et qu'il n'en a pas d'autres, voilà. Il se retrouve à devoir en trouver une en piochant et il n'a pas vraiment de solution pour piocher plus. Donc, c'est pour ça qu'en fait on place quand même Saisie des pensées bien au-dessus de l'Inquisition de Kozilek. Mais les deux sont dans un même package car elles ont à peu près le même rôle, on va pas se mentir, au moderne. Il n'y a pas énormément de cartes qui coûtent au-dessus de 3 mana. Le deck Eldratron est en train de nous faire mentir en ce moment, mais, le deck Eldratron nous fait mentir. À l'exception de celui-là, la plupart des cartes, quand on va jouer une acquisition, on va trouver une cible, surtout si on le joue tour 1. Oui, voilà, ça arrive. Après, la faiblesse de saisie, c'est qu'en fait, ça ne gère pas les top decks de l'adversaire. C'est ça. On arrive des fois à vider la main de l'adversaire. On se dit, on est safe, ça y est. J'ai une menace sur le board, il a plus de cartes en main. Il joue Scape Shift, il a 0 carte en main, je suis bien. Et il pioche. Et là, Snapcaster, Flashback, Scape Shift, je gagne. Et donc effectivement, ça ne gère pas les cartes du dessus de la bibliothèque, mais il y a très peu de decks qui gèrent les cartes du dessus de la bibliothèque. Ouais, là, on n'en a qu'un seul et on vous souhaite de ne pas jouer contre parce que c'est pas intéressant. Non, et puis tu l'as mentionné en début, c'est la force, une des forces encore de la carte dans Death Shadow, c'est de perdre 2 points de vie. Voilà. Donc finalement, la seule contrainte de la carte dans ce deck-là se transforme même en force. Il nous permet d'avancer dans notre plan de jeu. Et ça, c'est pas que demander plus finalement. J'ai vu un joueur qui jouait Grixis Death Shadow, il affrontait le pack rouge vert titan et il fait tour 1, je recycle mon Streetwise, je fais fetch, Raveland, saisie, je suis à 13 points de vie et je t'enlève Ballot obstiné. Et donc du coup... Le Ballot arrive en jeu, mais le mec il s'en fout parce qu'en main il a 2 Death Shadow. Donc il demande juste à l'autre, vas-y tape-moi avec ton Ballot, y a pas de problème, on est tour 1.
impressionnant. Et donc, ouais, c'est vraiment le choix, quoi. Après, il faut savoir encore faire le bon choix avec ce rituel. Ouais. Donc ça demande quand même beaucoup de connaissances du Du format, format en général. de comment fonctionnent les decks et en fait d'avoir un plan à long terme sur sa stratégie en fait. C'est ça. Ça Parce demande que d'anticiper. quand Tout on comme le fait fait Servant Vision. Quand on fait une mauvaise saisie tour 1, quand on prend la mauvaise carte, Ouais. on peut très vite se retrouver derrière et à regretter ce choix. Donc il y a Absolument. quand même une certaine maîtrise du deck et une certaine maîtrise de la carte à avoir. Bah, on espère à tous que ce petit opus vous a plu. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à nous laisser quelques commentaires. Et à nous poster aussi votre liste des meilleurs rituels en moderne. On aurait pu parler de vision ancestrale, mais en ce moment, on le voit plus trop. C'est un petit peu enjoué. Peut-être qu'avec la montée de Blanc-Bleu Control, on va en revoir quelques-uns. Mais c'est vrai que ça aurait pu avoir sa place dans ce top 8 également. Mais en fait, depuis son débat, on l'a pas vu tant que ça. Voilà. Non, c'était pas la carte qui a le plus brillé en moderne ces derniers temps. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, enfin la chaîne YouTube de la Team Tokar. Salut à tous. Salut à tous.